Coucou, une vidéo du coup sur la deuxième partie sur voilà, le review de Stéphane Edouard sur l'histoire Marvel. Donc je sais que ça date un peu, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que voilà, on va parler d'harcèlement et c'est important. Donc c'est parti. Il y a un 5 logique qui se percute. Ça, c'est une partie, pour ne rien vous cacher les chatons, que j'avais tout simplement rédigé dans mon premier jet. Le premier jet était celui où, spontanément, je m'étais senti en empathie avec ce youtubeur et où j'avais proposé, entre guillemets, de le soutenir dans ses mésaventures. Je suis contraint de revenir un petit peu sur ma décision, vous allez voir pourquoi, vous allez voir un peu où je me situe à la fin, c'est un peu moins simple que ça, chacun des deux a son Gantz height, sa part d'ombre. En l'occurrence, il n'en est pas exempt. En tout cas, dans un premier jet, j'avais remarqué que c'était un peu l'enchaînement logique. Premièrement, la logique d'inégalité sociale, petit a. Donc l'inégalité sociale, c'est que quand tu es né dans un environnement culturel qui ignore tout du droit et que tu te confrontes à quelqu'un où, encore une fois, dans l'environnement direct, que ce soit dans la famille, dans les tontons, les tatas, les amis ou très très proches, il y a des juristes, il y a des... Je pense pas que c'était forcément le cas pour les plaignants. Mais non, enfin, juste dire qu'il était souffert d'inégalité sociale, accorder son truc, enfin, de base, en fait, on parle quand même d'une personne qui a fait du harcèlement, et donc du coup, les gens ont pris un avocat pour se défendre. Ce qui paraît évident, mais bon. Avocats, où il y a des gens qui ont été confrontés à des problématiques similaires, eh bien, tu es amené généralement à commettre des erreurs stratégiques, des erreurs de terminologie. Ça s'entendait très très bien qu'il naviguait à vue, en fait. En consultant un petit peu ses anciennes productions, je l'ai découvert cet été, sollicité très naïvement de l'aide pour un avocat, ce qui veut bien dire que c'est un bain culturel qui est très très loin de lui, et la loi a ceci d'un juste, comme dirait un coach YouTube, le juste injuste, la loi a ceci d'un juste que plus on l'ignore, plus elle vous tape dessus. C'est possible, mais en fait c'est très simple. Il n'aurait pas harcelé, il n'aurait pas été jugé. C'est con, mais c'est comme ça. Quand on ne l'ignore pas, eh bien, on sait prendre des précautions oratoires, on sait utiliser des ellipses, des euphémismes. Non. Donc, harceler avec style, pour ne pas être juridiquement coupable. Waouh, trop bien, super. Ne pas forcément nommer toujours les gens qu'on attaque, ou bien se prémunir. Par exemple, quand on reçoit un recommandé, on sait répondre, ou on s'est renvoyé vers son propre conseil, on gère mieux les conciliations. Manifestement, il semblerait au conditionnel y avoir eu une série de tentatives de conciliation qui n'ont pas forcément, où chacun n'a pas forcément mis du sien. Bon, bref. Je pense que c'est... Oui, enfin... quand je vois... Ah oui, c'était Tristan. Quand Tristan et Aline Dessine ont essayé en fait de faire arrêter Marvel, du coup, leur envoyer des lettres de recommandation pour lui dire, écoute, arrête, si t'arrêtes pas, on continuera. Et puis ils l'ont fait plusieurs fois. Et puis Marvel s'est pas arrêté. Donc celui qui n'a pas mis du sien, visiblement, c'est surtout Marvel. Parce que s'il avait arrêté, tout se serait arrêté, il n'y aurait pas eu de jugement, il n'aurait pas été en prison. Tout ça, on l'apprend, encore une fois, en côtoyant des juristes et des avocats qui, normalement, s'ils sont bien formés, s'ils ont de la bouteille, ils vous diront qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et là, il a tout eu, il a eu pas d'accord et un mauvais procès. Mais encore une fois, c'est une logique d'inégalité sociale. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus, je ne sais pas si elle a le bras plus long que lui, en tout cas physiquement non, parce que je crois qu'on est sur du gabarit 1m55 versus 1m95 ou quelque chose comme ça. Mais manifestement, elle a eu le bras plus long symboliquement pour savoir s'entourer et avoir accès à de la défense et à des conseils. Voilà. Il a été très peu et mal conseillé, très tard et très mal défendu. J'y reviendrai, mais moi, son avocat, là, je sais pas comment il s'appelle, Garzourian. En même temps, qu'est-ce que tu veux défendre? T'as toutes les preuves de harcèlement. Le gars, il a pas le choix, il va pas dire. Enfin, au bout d'un moment, il va essayer de faire sur des vices de procédure, et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il n'avait pas le choix. Enfin, au bout d'un moment, oui, quand ton client a fait du harcèlement, au bout d'un moment, tu vois, c'est sur le papier, tu peux pas dire, non, du coup, il a essayé de faire des vices de procédure, parce que c'était la seule façon possible. Final, enfin, Marvel, il s'est juste mis en prison lui-même. C'est pas la faute de son avocat, c'est de sa faute. Je ne le prendrai jamais, être défendu comme ça, autant filer en second direct. C'est presque un avocat commis d'office, quoi. Oui, ça ressemble à ça, vraiment. Donc deuxième logique qui percute la première, après l'inégalité sociale, la logique Internet. Et la logique Internet, je vais faire référence à un ouvrage, Étais-tu là, n'étais-tu pas là, auquel je fais souvent référence, non c'est pas le titre de l'ouvrage, je te vois sourire, auquel je fais souvent référence, qui s'appelle Les 22 lois du marketing. Non, c'était avant ton arrivée sur la chaîne. Avant, ouais. Ça fait des années que je le cite régulièrement. Quand tu démarres et que, sur Internet et que personne ne te demande rien, tu vas traverser le désert. Et l'une des stratégies pour raccourcir la stratégie du désert, c'est de prendre des têtes de Turcs
parmi les notoriétés de ton secteur et de leur taper dessus. Donc là, il n'a pas pris une tête de... Bah, c'est lui qui a fait ça. En fait, lui, sa chaîne, était basée sur du drama au niveau du fitness. Lui, son truc, c'était de défoncer des personnes du fitness, du milieu du fitness. Et il a fait des vidéos justement sur les influenceuses, d'où tout est parti, ou des vidéos sur Tristan, et c'est à partir de là que ça s'est mal passé. Mais lui, celui qui fait son beurre sur les autres, c'est Marvel. Les autres, ils faisaient leur truc dans leur coin. Une tête de turc, il a pris une tête de belge, hein, ou il aurait pu prendre comme moi une tête de nègre, mais bon, manifestement, c'est une tête de belge. Et ça s'appelle en marketing la stratégie de l'opposition. Hop. C'est ça que je vous cite très très souvent. Ceux que la vie ou la carrière ou l'activité oblige à comprendre le marketing mais qui ne s'intéressent pas. Et ben vous verrez que la partie 9, chapitre 9, la loi de l'opposition, eh bien c'est cette stratégie qu'emploient les marques inconnues pour se faire un nom. Oui. Je cite un numéro 2, je suis à la page 78 des 22 lois du marketing. Bah, on peut le faire par rapport notamment à Pepsi, où toute sa pub était sur le fait de vouloir battre Coca-Cola. Il y a justement cette pub hyper connue, où justement t'as un petit garçon qui achète deux canettes de Coca, et puis au final, on le voit, il les pose par terre, puis il se met dessus, parce qu'en fait il était trop petit pour pouvoir s'acheter sa bouteille de Pepsi. Et donc, oui, il y a beaucoup de marques qui ont fait ça, et ça a marché. Quand c'est bien fait, ça marche bien. Mais là, je ne vois pas sur quoi tu parles, parce que tu veux dire que Marvel était un peu le droit du drama niveau fitness, mais Aline Dessine et je suis désolé, et Tristan n'ont pas fait forcément de vidéos pour détruire Marvel. Donc, on va voir où tu vas en aller. Mais... Al Rise et Jack Trout, donc on imagine sans difficulté que c'est anglo-saxon. Un numéro 2 ne peut s'offrir le luxe de la timidité. Dès qu'il cesse de tenir le numéro 1 en joue, il se rend vulnérable, non seulement aux coups du leader, mais à ceux du peloton. Pensez aux mésaventures de Burger King ces dernières années. En dernières années, on parle d'un livre écrit dans les années 90 aux États-Unis, donc on imagine que contextuellement on n'est plus à jour, mais c'est pas grave, écoutez comme la logique. Le numéro 2 du hamburger a enduré bien des déboires, passé entre plusieurs équipes dirigeantes, nouveaux propriétaires, etc., etc. Dans sa période florissante, la période florissante de Burger King fut celle où la firme eut une stratégie offensive. Elle ouvrit le feu avec son Have It Your Way, c'est-à-dire à votre manière, qui faisait ironiquement allusion à l'approche McDonald's plus industrielle, moins personnalisée. Elle poursuivit avec Broiling Not Frying. Bon, qu'est-ce que tu veux en passer directement de Whopper Beats. Puis, pour une raison sur une solide position de numéro 2, le chiffre d'affaires. Bon. Firme adoptait une approche offensive. Bon, et donc, pourquoi tu nous parles de ça? Vas-y. À la fois sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, je suis bien placé pour savoir que c'est la stratégie des nouveaux arrivants. Je ne parle pas des nouveaux arrivants par la mer, je parle des nouveaux arrivants sur Internet. Pourquoi? C'est parce que ça fait 14 ans que je me la tape. Voilà. J'ai pour règle, comme me l'a enseigné mon maître Jean-Laurent Cochet, de ne jamais prononcer le nom des fâcheux. Pourquoi? Parce que d'abord, si je prononçais un jour leur nom, ils se mettraient à se branler, parce que ce sont des amoureux déçus, hein, évidemment, on le sait, j'y reviendrai. Donc en fait, si je prononçais leur nom, ça serait l'aboutissement de toute leur entreprise de spoliation, de harcèlement et de médisance. Donc je ne prononce. Donc c'est pas la peine de sortir. Tu sais qu'on peut très bien faire des vidéos sur toi, parce que ton message est problématique. De base, je n'ai rien contre toi. Cette vidéo, enfin, si elle devient connue, tant mieux, mais j'en doute. Mais si je le fais, c'est pour te dire que ce que tu propages, etc., ce sont des superstitions ou des choses qui ne sont pas valides. Enfin bon, passons. Votre tub, je ne prononcerai pas votre nom, donc c'est pas la peine de vous palucher. Et en plus, ne pas les verbaliser, ne pas leur répondre, au lieu de les actualiser, ça les désactualise. C'est ce que disait Cochet quand il y avait des mauvaises critiques. En ne les lisant pas, elles n'existent pas, et donc je les désactualise et je les ringardise. Après, si tu réponds pas aux critiques, d'ailleurs, on va mettre de côté les critiques qui n'ont juste pour but, pas juste de te détruire, ça n'a aucun intérêt, mais des critiques plus constructives, au final, c'est sûr que si tu montes pas d'opposition, si les gens ne cherchent pas à voir s'il y a de l'opposition, tu portes un petit peu comme un garant absolu, et puis comme quoi ton savoir, comme quoi ton savoir serait sûr. C'est sûr que si tu montes pas d'opposition, si les gens ne font pas d'effort de chercher, ils vont pas savoir que t'es contredit. Donc j'en ai tout le temps eu.
Et si vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez très bien qui c'est. J'en ai 3 principales. Donc je pense pas, non, c'est pas la peine. Mais de 2005 à 2010, à l'époque de la mode des coachs séduction, il y en a un qui s'était mis en tête tout simplement de me nuire au point de créer des faux profils. Donc en fait, il y avait mon site s'appelait à l'époque Spike Séduction pour une raison à la con. J'ai toujours dit que c'était une idée stupide. Je m'en suis débarrassé assez rapidement, mais pas assez rapidement. Et en fait, il créait des faux comptes Spike ou Stéphane ou etc. sur des forums. À l'époque, il y avait encore pas mal de forums où il intervenait à ma place en fait, en écrivant évidemment des inanités. Alors les gens les plus fins remarquaient qu'il y avait des fautes, que c'était pas mon style et que c'était pas ma ligne. Bon, Mais, et c'est quoi le rapport par rapport à Matt Verne? J'ai laissé faire, hein. J'ai pas envoyé de lettre d'avocat. Oui, parce que là, il y avait eu usurpation d'identité. Oui, donc, usurpation d'identité. Et donc c'était ça, c'était des comparatifs permanents, me montrant qu'ils étaient supérieurs, me dénigrant, disant que tout ce que je faisais était du vol, était trop cher, que je trafiquais les commentaires. Tiens d'ailleurs, à propos de commentaires trafiqués, nous sommes en train, et d'ailleurs c'est fait, nous faisons valider tous les commentaires, vous le verrez dans quelques jours sur le site, par une plateforme neutre qui s'appelle avisverifier.com, c'est un petit peu la version en français de Trustpilot. Je ne sais pas si tu connais Trustpilot. Trustpilot, si. Trustpilot, c'est pour des sites anglo-saxons, donc on a des équivalents en Europe. Donc vous ne pourrez plus dire que mes séminaires ont 4 ou 5 étoiles parce que c'est moi qui les écris. C'est vérifié par une plateforme indépendante. On en a déjà vérifié, je crois, 3600. Oui, après, tes avis peuvent être tout à fait véridiques, et puis même, tes clients peuvent être tout à fait satisfaits. Ça ne fait pas forcément de ta formation quelque chose d'utile ou de bénéfique. Parce que je doute que n'importe qui, et par quelques coachs en séduction, vous vendrait une formation en vous disant comprenez les femmes, en une formation. Waouh! Enfin, au bout d'un moment, faut Et ça continue. Donc voilà, donc ça sera toujours un argument que les médisants et les fâcheux ne pourront plus utiliser contre moi. Ils en trouveront d'autres. Bien sûr. Mais moi, je fais le boulot et je ne chiale pas. Je n'actualise pas ces gens-là en parlant d'eux. Je ne prononce pas leur nom, j'avance et ils meurent tous. Je laisse tous des cadavres sur la ligne de chemin de fer. Ils sont tous morts. Ce type-là, son activité, bien, donc il faisait des relookings, des coachings et des conférences exactement comme moi. Je crois même qu'il avait tenté de recevoir Soral. Il avait reçu Soral, je crois, en conférence un jour. Mais il avait été tellement mauvais et tellement fou, si tu veux, en sa présence, que l'autre l'avait regardé. Enfin, ça n'avait finalement pas rebondi, ça n'avait pas buzzé, parce que l'autre l'avait regardé avec un mépris, une condescendance abjecte, en fait. Tu vois. Et du coup, ce type-là, que j'ai un jour croisé dans la rue, c'était il y a très longtemps, j'étais en date, j'étais en train de manger une côte de bœuf avec une nana, et le type, je le croise dans le 18e, et je le croise dans la rue, et je le regarde, et au lieu de fuir ou de l'ignorer, tu vois, comme on ignore, un peu comme a fait l'avocate avec Marvel quand elle n'a pas soutenu son regard, et qu'ensuite elle a dit violence, il y a eu violence, moi j'ai soutenu son regard. Je me suis levé, j'ai fait 3 pas et je dis tiens bon, et c'est la première fois que je le voyais en vrai, tu vois. Donc je lui serre la main, tu vois, je lui broie la main comme ça, je dis bonjour. Et en fait, il me dit je suis trop content de te rencontrer, etc. Alors ça faisait 5 ans que le mec me dénigrait en permanence, constituait des dossiers avec des faux clients, soi-disant mécontents de mon activité, machin. Et quand il a arrêté son activité, il a essayé de me vendre son site. Et j'ai tout, j'ai le dossier, j'ai tout. Bravo. Lui et ses équipes m'ont écrit pour essayer de me vendre leur site. Tu vois, c'est vraiment le petit animal qui est rentré dans l'arène des chiens de combat. Bon, et Marvel, il en est où dans tourne ce pour se truc-là? faire C'est lourd. Donc je ne te rachèterai pas, tu n'existes pas. Alors, ce qu'il aime bien en fait, c'est construire son activité YouTube. Donc on ne le voit pas, il ne se montre pas. Donc moi je connais, moi je sais qui c'est, je sais qui tu es. J'ai mes sources. Mais lui il ne se montre pas, donc il cache aux gens son visage, son patronyme. Je crois même qu'on n'a pas son prénom. Il a un pseudonyme comme ça très neutre, de quelqu'un qui se placerait un peu en position de retrait. Et en fait, comme personne ne le connaissait et qu'évidemment il avait très peu de choses à vendre, théorie du restaurant de ma copine Armelle, j'y reviens dans quelques instants. Je doute que les personnes qui marchent sur YouTube sont ceux qui ont des choses à vendre. À mon avis, c'est pas comme ça que ça marche. Tu arrives à te créer une communauté, et après, si tu proposes des produits, bah du coup, ta communauté, c'est plus facile de vendre une fois que tu as déjà eu un public qui te suit. Désolé. C'est pas l'inverse, c'est pas parce que tu vends des choses que ta chaîne YouTube va marcher. C'est ma copine Armelle, c'est celle qui est un jour chez YouTube, quand nous avions été invités par YouTube autour de, je crois, 25 000 ou 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et puis je lui avais dit, écoute, je vais me faire chier, viens avec moi, histoire qu'on se marre. Et elle était venue, et donc on était un paquet de créateurs comme ça, entre 25 et 50 000. Et en fait, j'étais le seul à avoir des trucs à vendre. Et tout le monde se disait, mais comment on gagne de l'argent? Moi, je comprenais pas, et je dis, bah, non, je sais pas, vous savez faire quoi à la base? En fait, ils savaient rien faire. Ils avaient juste créer de l'audience. Et au moment, elle me dit à l'oreille, mais Stéphane, ça parle un peu comme ça. Stéphane, en fait, ces gens ouvrent un restaurant, mais il n'y a pas de menu. et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand, moi... Non, enfin, si pour toi créer une chaîne YouTube et une audience c'est pour vendre, très bien. Mais il y en a qui créent une chaîne YouTube parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Après, comment ils arrivent à créer de l'argent? Bah justement, avec un petit peu la monétisation de YouTube, ils peuvent faire des partenariats avec des sponsors, avec des pubs. Ils peuvent faire appel aux dons, voilà. Là, soit c'est vrai que avoir une audience ne garantit pas un salaire, mais après, tout dépend comment on veut trouver notre salaire. On peut très bien partir sur des dons,
des abonnés. On peut partir très bien, comme toi tu l'as fait, sur des formations, des choses que tu as à vendre. Voilà, c'est une activité professionnelle que tu fais à part. Mais il y a d'autres choses, tu vois, tu peux très bien faire les sponsors avec les pubs, etc. Mais ce n'est pas parce que ta proposition, elle marche, mais il y en a d'autres qui marchent. Donc arrête de penser que seul ton modèle économique serait viable. Et j'ai toujours eu des écrits à vendre, que ce soit des e-books, des livres papier ou des conférences qui ne sont en fait que le texte debout. Le texte debout. Et Décodeur ultime, dessinateur et plus de rencontres, logique des femmes de l'hymne des attentes féminines. Rester suffisant au couple. Le couple à l'ancienne, c'est du passé. Waouh, waouh, mon Dieu. J'ai vraiment pas envie de payer pour des formations, même gratuitement, je voudrais pas. Du drama. Tu n'as rien à vendre. Quand tu ouvres un resto mais que tu n'as pas de cuistot, tu n'as pas de produit, tu n'as pas de menu, la façon la plus courte et la plus brève, mais également désormais la plus risquée de sortir, de raccourcir ta traversée du désert, c'est de taper sur des gens pour en fait récupérer un peu leur notoriété, tu sais. À l'époque où on tapait, dans les années 90, que tu as connu puisqu'on est quasiment coétagne, on tapait beaucoup sur Eric Cantona. Et il avait sorti ça en conférence de presse en Angleterre, il avait dit When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. quand le chalutier passe et jette les petits poissons à travers les mailles du filet, tu as toujours les cormorans et les rapaces qui viennent derrière. Et ben en fait, ils font les rapaces sur les restes de notre audience en nous tapant dessus en permanence. Et lui, en plus, c'est un fourbe. Donc il est vraiment... Bah... Oui, ça peut aider. C'est sûr que si tu viens critiquer des personnes... Après, ça dépend. Si tu fais juste du drama pour faire du drama. Mais après, bah... Oui, par exemple, moi, ce que je fais, c'est de voir des vidéos. Bah, c'est surtout, moi, ce que je veux montrer, c'est le message qui est problématique. Après, toi ou n'importe qui d'autre, j'arrive pas forcément quelque chose contre vous. Moi, ce qui me pose problème, c'est votre message. C'est ce que vous dites. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on critique quelqu'un que... D'ailleurs, critique constructive, mais que ce qu'on dit est faux. Voilà. Enfin bon. on le voit pas, mais il est non seulement lâche de ne pas se montrer, de ne pas dire son vrai nom, mais en plus il est fourbe. C'est que non seulement il dénigre mon contenu en disant que c'est trop cher et que c'est du vent, mais en plus il se le procure de façon illégale pour le revendre. C'est la classe, hein. Ça, c'est la grande classe. Donc je sais ce que tu es, je sais qui tu es, je sais où tu habites et je sais ce que tu fais. Mais je suis pas une pleureuse. Par contre, si tu dépasses les bornes, tu vas m'entendre. Pas violemment, hein. Tu vas m'entendre juridiquement. Bah, Et là, il y en a heureusement. un maintenant qu'on ne citera pas non plus. Alors lui, il critique pas trop mon contenu, c'est ma personne en fait. C'est mon être qui le débecte. Donc on va pas dire son nom, on va l'appeler le barbu des pouilles. Donc je suis une espèce de sous-homme, tu vois. Et pareil, alors que je ne le mentionne jamais, je n'ai quasi pas continué. Troisièmement, une logique de meute qui fait qu'en fait, au-delà des 100 000 abonnés, tu ne contrôles plus rien. Hein. Moi, j'ai vu grandir mon audience très progressivement. Ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi j'en ai pas forcément beaucoup, c'est parce que moi j'ai commencé en 2006, sans les réseaux sociaux. Je me suis mis à YouTube en fin 2016, début 2017. Avant, ma chaîne n'avait que du rebut de conversation audio, il n'y avait pas de programme construit comme ça, hebdomadaire, comme on le fait maintenant. Je n'y suis mis que fin 2016, début 2017, quand la télé m'a viré. Avant... On n'est pas censé parler de la Marvel Fitness, parce que là, tu parles beaucoup de toi, en fait. Mon audience, c'était mon forum, Bon 130 000 abonnés. Mes audiences ont comme la fin de la pellicule, ça c'est autre chose. Mais bref, j'ai vu la différence entre une audience de, comme j'avais au début sur les forums, d'environ 20 000 personnes, et une audience de 120 000, 130 000. Au-delà de ça, tu contrôles plus rien. Au point que je lis de moins en moins mes commentaires, parce que le niveau d'inanité, de méchanceté est inversement proportionnel à la syntaxe. Quand on était 10, 20 000, j'avais quasiment que des gens intelligents, beaucoup étaient devenus des potes, et je savais que je pouvais me permettre. Non, je pense pas que la méchanceté soit due au niveau enfin, serait due à l'éducation ou voilà, une plus haute hiérarchie sociale. C'est faux. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de harceleurs sont des adultes et des gens qui sont dans des catégories des fois bourgeoises, etc. Tout ce que tu dis n'est pas forcément vrai. Voilà. Des prises de position. Peut-être que les insultes et les choses comme ça sont dites d'autres manières. C'est bien possible. Je pense, d'après mes retours en fait, ce que j'ai vu, quand je critique plutôt, je vois par exemple Papacito, j'ai plutôt des trucs, genre des insultes brutes, etc. Quand je critique plutôt Madame Alain, j'ai certaines personnes plutôt qui se montent un petit peu en tant que supérieures et qui viennent me dire à quel point je suis une demeurée qui comprend rien. Dans les deux cas, c'est juste de l'insulte sur ma personne et me dire à quel point je suis une merde, mais c'est dit de façon différente. Donc... ou des révélations personnelles qui seraient interprétées en bonne intelligence. Au-delà de 100, structurellement, tu engranges des nouveaux connards toutes les heures, et qu'il est impossible de juguler. Donc la capacité de contrôle d'un influenceur sur sa propre audience a ses limites. Or, qu'est-ce qui advient? C'est ça la problématique, c'est ça la logique, qu'est-ce qui advient quand ces limites sont dépassées?
Bah, c'est vrai. En fait, le gros problème avec Marvel Fitness, c'est que il a dit à sa communauté d'aller harceler Aline Dessine. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et il y a des preuves. C'est pas comme si on disait ça comme ça au pif, non. Dans ses, je sais plus, dans ses trucs Instagram, etc. Il le dit de façon claire et précise. Si il avait fait un harcèlement personnel et qu'il n'avait rien dit, même s'il n'avait pas dit à sa communauté de rien faire, du moment qu'il... Parce que là, le problème, c'est qu'il était actif et qu'il a dit à sa communauté de le faire. Mais s'il n'avait rien dit et qu'il avait fait le truc de son côté, sûrement que sa peine aurait été moins lourde. Mais là, on le voit directement, même dire, alors faire dire, oui, vous devez dire, vous devez faire, par exemple, des menaces sur des marques pour qu'elles soient plus liées à une Dessine. Il le dit. Au bout d'un moment, oui, au bout d'un moment, un influenceur, au bout d'un moment, quand tu as une certaine communauté, n'est plus capable de contrôler sa communauté. Mais quand tu fais des appels au harcèlement, au bout d'un moment, c'est plus une excuse. Un influenceur est-il responsable des actions de ses abonnés? Je viens de le dire, mais non. Sauf quand celui-ci appelle au harcèlement. Est-ce que c'est ce que Marvel a fait? C'est une question que le droit, à un moment, devrait trancher. Elle l'a tranché dans le cas de Marvel. J'aimerais comprendre si c'est une jurisprudence ou pas. Je veux dire, moi, j'ai pensé, j'ai moqué et j'ai mis en lumière les paradoxes de Marlène Schiappa. Et pas que les paradoxes, également les rondeurs accueillantes de Marlène Schiappa V2 ou V3.0. Et hop, Stéphane doit tout cracher. On part toujours sur le physique. Parce que visiblement, enfin, le reste c'est creux. Donc bon. Si un jour, quelqu'un va lui mettre la main aux fesses, donc il y a outrage, donc il va au tribunal, et que cette personne me follow, est-ce que c'est ma faute? Non, sauf si t'as dit à ta communauté d'aller lui toucher les fesses. C'est pas compliqué en fait. Du moment que toi, tu ne dis pas à ta communauté allez la faire chier ou allez faire ceci, tu n'es pas en tort. Enfin, du moment que tu dis pas. Si tu dis, c'est sûr que oui, il y a un lien, tu vois. Moi, j'ai jamais encouragé personne à mettre les mains aux fesses, ni nulle part, à personne, tu vois. Oui. Donc à un moment, j'aimerais bien que le droit réponde à cette question. Dans quelle mesure et quels outils et quelles armes nous donne-t-on à nous pour aller châtier ou en tout cas contrôler les comportements de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus et dont le seul lien avec eux, c'est qu'ils nous suivent? J'en sais rien, en fait. Bah, c'est très simple. Du moment que tu ne le rappelles pas à faire des choses. Marvel a appelé sa communauté à harceler Aline Dessine. Voilà. C'est factuel, c'est acté. Il y a des preuves. C'est un peu inquiétant. Une marque est-elle responsable de l'utilisation qui est faite de ses produits? Tu connais Fast and Furious? Bon, je l'ai jamais vu, mais enfin, tu connais la série. Tu sais qu'il y avait donc apparemment un des protagonistes principaux qui s'appelait Paul Walker, si j'ai bien compris, qui est mort au volant d'une Porsche Carrera GT. Sa fille fait un procès à la marque. Sa fille a fait un procès à Porsche en disant votre véhicule n'est pas sûr. Mais meuf, on vend des voitures de course. Enfin, la Carrera GT, c'était le top de la gamme en 2005, ça fait 500 chevaux, 600 ou 580, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, on vend une bagnole à $1 million avec un V10 de 500 chevaux et qui monte à 300 à l'heure. Le mec dérape et se tue, qu'est-ce qu'il nous fait un procès, quoi? Et ce n'est pas parce que des gens font des trucs stupides que c'est le cas pour tout le monde en fait. Et ça n'a rien à voir. À quel moment on est responsable? Donc là, encore une fois, le problème, c'est que la plasticité du droit permet, encore une fois, de plier le cas à sa guise. Quatrième logique, une logique de victimisation. On l'a vu notamment avec quelqu'un que j'ai également pensé, mais sans jamais encourager personne, évidemment, à le moquer, encore moins à le menacer. Parce que moi, d'ailleurs, vous avez remarqué que moi, je ne suis pas dans une logique de clash. Quand je parle de quelqu'un, c'est d'abord contextualisé dans une intervention. C'est-à-dire que quand la personne fait une bonne intervention, je veux le louer. Je ne suis pas à charge systématiquement. Quand elle fait une intervention qui est critiquable, je la critique en vidéoscopie. Rappelle-toi, Thomas Messia. Bah, en fait, si tu critiquais moins sur le physique et que tu nous racontais moins des sauces à propos des rapports hommes-femmes, tes vidéos seraient pas trop mal. Le petit féministe là, à qui on livrait des pizzas contre... Et puis même ce logique de... Enfin, au bout d'un moment, quand tu te fais harceler, au bout d'un moment, enfin... Tristan et Aline Dessine n'ont pas joué dessus. S'ils auraient joué dessus, ils auraient fait des vidéos, ils en auraient joué. Là, justement, ils n'ont pas fait de vidéo jusqu'à la fin du procès. Donc ta théorie marche pas. Elle marche pas, ta théorie. Son gré. Être victime, c'est décider qu'à partir d'un moment, j'arrête de me défendre. Hein, je n'ai plus de libre arbitre décisionnel, j'endosse le rôle de la victime expiatoire. C'est une stratégie que je juge trop souvent empruntée. C'est-à-dire que moi, je me défendrai jusqu'au bout et jamais vous ne m'entendrez me qualifier de victime d'un truc.
je te mets au défi de me trouver sur ma chaîne depuis 14 ans dans tous mes écrits, un moment où je dis j'ai été victime. Bah, visiblement, t'as des complexes, hein. C'est pas grave d'être victime. Enfin, déjà, t'es victime. Au bout d'un moment, si en plus on doit te dire non, t'as pas le droit d'être victime, enfin, faut être logique. Au bout d'un moment, quand t'es victime d'harcèlement, bah, t'es victime d'harcèlement. Tu vas pas te chercher, te dire, oh, bah non. Je comprends pas. Non, j'ai été acteur, et à un moment, l'ennemi, l'opposant, Mais tu peux être victime et acteur ou actrice. Tu vois, en fait, là, Indécine et Tristan ont été victimes, mais ils ont été acteurs puisqu'ils ont fait appel à un avocat ou une avocate, navré. Et voilà, ils ont fait un procès pour avoir raison. Donc ils ont été acteurs. l'adversaire, le bretteur, le rhéteur, a utilisé contre moi un argument qui soit petit a est valide, c'est-à-dire qui est légal et non répréhensible, et dans ce cas je réponds si je peux ou je ferme ma gueule si je peux pas, ou petit b, le rhéteur, le bretteur a utilisé contre moi un argument qui est faux ou qui est illégal. En l'occurrence, dans le cas de mon procès, on utilise contre moi des phrases que je n'ai pas prononcées et j'ai la preuve que je n'ai pas prononcé ces phrases. Donc là, je me défends et j'attaque. Enfin, pas physiquement, j'attaque par des moyens légaux, les seuls à notre disposition dans une civilisation de type avec un cadre juridique et qui n'est pas le Wakanda, je crois, comme ils disent en ce moment. Il y a des lois au Wakanda, je ne sais pas. Bon, bref, j'en sais rien. En tout cas, quand tu décides, à partir de maintenant, tout ce qui va advenir fait de l'autre un bourreau et toi une victime, tu endosses le rôle de la victime expiatoire, donc celui ou celle par laquelle se déchaîne la colère des cieux, c'est une logique de victimisation. Tu peux la refuser. Tu peux te dire, nous avons un antagonisme qui n'est pas réglé, il n'y a pas un bourreau et une victime, il y a deux personnes qui se battent avec leurs moyens respectifs, il y en a un qui prend l'avantage à un moment et puis qui va le perdre à un autre. Oui, et il faut arrêter de penser qu'il y aurait que victime et bourreau. Il y a aussi des victimes qui peuvent être bourreaux et des bourreaux qui peuvent être victimes. C'est nettement plus complexe. Mais il n'y a pas de victime. C'est une logique que j'ai tendance à pourfendre, qui a tendance à m'agacer. Et petit e, une logique féminine de compensation victimaire qui fonctionne également, donc toujours un peu sur la même séquence. Petit 1, la vie n'est déjà pas tendre avec moi. Donc là, en l'occurrence, il faut toujours se prévaloir d'une agression antérieure. Parce que tu n'as jamais été une femme. Quand t'es une femme, surtout sur les réseaux sociaux, et que H24 on te dit oui, t'es pas assez mec, t'es pas assez mince, t'as pas assez de rondeur, ah là là, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas comme ci. Quand t'es un homme, t'as pas ces commentaires, donc tu peux pas comprendre, d'accord ? D'une hospitalisation, de la perte d'un parent. Donc là, je crois qu'en l'occurrence, c'était le cas numéro 2. Je crois qu'elle a argué d'avoir des problèmes de santé ou de genoux, etc. Bon, moi, tout le monde a eu des problèmes de santé ou en a. On n'est pas obligé d'en parler sur Snapchat. Oui, on n'est pas obligé d'en parler, mais on peut en parler. C'est pas interdit d'en parler, tu vois. Et c'est un petit peu ce qui fait son côté plus humain. Enfin, puis même, peut-être que les gens aiment bien savoir ce qui lui est arrivé, etc. Ça a fait un plus de dialogue entre sa communauté et elle. Chacun gère sa communauté comme il veut et chacun fait les informations. S'il a envie d'éviter des informations sur sa santé, etc. Pas de souci. Elle le fait. C'est pas bien ou mal. On n'est pas obligé de communiquer dessus. J'ignore les tiens, tu ignores les miens, vous ignorez les miens. Bon, donc 1, la vie n'est pas tendre avec moi. 2, je me bats tous les jours pour y arriver avec ma petite activité honnête. Donc honnête, oui, effectivement, montrer son cul sur Instagram, ça n'est pas encore répréhensible. Très bien. Et qu'est-ce que ça peut te foutre en fait ? Et elle ne fait pas que ça. C'est dingue, ce côté avec les hommes. Oui, du coup, elle monte son cul. Oui, c'est pas quelque chose de... Juste fermez-la, d'accord ? Il y a bien des gars en chien qui viennent juste pour voir son cul. C'est plutôt eux le problème, non ? Ça veut pas dire que c'est honnête. Pas parce que la justice décide que c'est juste, comme disait Coach YouTube. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est honnête. Tu vois, c'est... Oui, c'est honnête. On va reprendre la définition d'honnête. Parce que bon, visiblement... Voilà, oui, ça c'était aussi pour lui. Que se conforme aux lois de la probité, du devoir et de la vertu. Donc, ce qui est fait est honnête. Bref, passons. Bon bah là, de la même façon, c'est pas parce qu'on va pas en prison pour montrer son cul que c'est une activité aussi honnête que menuisier ou écrivain. Déjà, comment tu peux... Ouais, on va déjà dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tout simplement. D'où tu es pour juger, en fait, du métier des autres, voilà, de leur vertu ou je ne sais pas quoi, tu vois, parce qu'elle ne fait pas que montrer son cul. Donc bon. C'est menuisier, écrivain, et ensuite t'as montré son cul sur Instagram, quoi. 3, malgré cela, je sors à peine la tête de l'eau. 4, quelqu'un veut m'enfoncer de manière totalement injustifiée. 5, il emploie des manières déloyales et répréhensibles. Et 6, je porte plainte pour réparer une injustice, avec le petit bonus, la petite surprise du chef F.
hein, du chef F. C'est-à-dire que s'il manque des preuves, j'en fabrique, hein, et on me pardonnera, car si je fabrique des preuves, c'est bien la preuve que je souffrais beaucoup. Bon, là, on va parler, parce que en fait, Aline Dessine a fait une connerie. Oui, elle a fait un faux message, voilà, comme quoi... elle aurait inventé comme quoi Marvel lui envoyait une dick pic, oui. Sauf que la différence entre Marvel et Aline Dessine a fait une erreur à un endroit. Est-ce que c'est compréhensible? Oui. La différence avec Marvel, c'est que elle s'en excuse, voilà, et elle dit bah j'ai fait une connerie, je suis désolé. Alors que Marvel, lui, rien, aucune notice, rien, nada. Voilà. Et ce n'est pas parce que à un moment, comme tu dis, à chaque fois tu veux dire ton truc bourreau, oui, peut-être qu'à un moment, Aline Dessine a agi comme un bourreau. Mais la plupart du temps, elle était victime aussi. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'elle a fait une erreur que Marvel est blanc comme neige. Non. Puis sans compter, évidemment, comment ça s'appelle, pas la serendipity, mais le fait que les femmes se serrent les coudes, là, dès qu'on a une qui a une piqûre de moustique, tout à coup tout le monde se sert dans une piqûre de moustique, et hop, c'est le tribalisme, ou le tripalisme, comme j'aime à dire, hein. Le tribalisme, c'est la tribu. Comment vous arrivez à chercher des excuses à Marvel? Au bout d'un moment, c'est simple, il y a des captures d'écran, il y a tout pour montrer son harcèlement. Au bout d'un moment, tu vois, je comprends pas, c'est comme avec Papacito et ses punchlines. Il dit littéralement des trucs racistes, t'as beau leur montrer leur merde, il dit non, il n'y a pas de merde, non, mais tu vois, elle est sous ton nez, non. Tripalisme, c'est les tripes, hein. Donc tout à coup, évidemment, un petit peu comme je l'ai subi récemment, en pensant Swan Périssé, avec lesquels j'ai pas dit un millième de ce qu'a dit, ou un centième, ou un dixième de millième de ce qu'a dit Marvel sur l'autre. Bah heureusement. J'en ai parlé une fois, j'en parlerai plus jamais, puis c'était argumenté plan par plan dans un truc. Quand je dis bah j'aime pas trop ces mollets, j'ai une copine qui m'appelle, comment as-tu osé quoi. Mais enfin c'est pas de toi que je parle en même temps, enfin tu vois. Alors, tu vas te rendre compte, je sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que t'aimerais quelqu'un qui, un inconnu, tu viens, tu vas te dire, toi, je t'aime pas tes mollets. Et puis, tu dis, bonjour, je n'aime pas tes mollets. Salut. Alors pourquoi tu le fais? C'est complètement stupide. Tu dis pas à quelqu'un, tu vois, il y a pas un inconnu qui va te dire, bonjour, je vous trouve extrêmement moche, hein. Au revoir. Tout à coup, hop, hein, on se sent... on court à la défense de ceux à qui on se sent ressembler, même quand on les connaît que peu. Alors, ces 5 logiques, hein, inégalité sociale, logique internet, logique de meute, logique de victimisation et logique féminine, se percutent dans un contexte qui est plutôt favorable à la répression du mal, hein. Donc, sur le délai de l'audience, je l'ai dit, j'entends ici et là qu'un an et demi, ça aurait été très long, qu'elle avait à moitié oublié la plainte, etc. Non, c'est pas très long du tout, c'est très court, hein. Encore une fois, moi, la première audience n'a pas encore commencé, on arrive gentiment à la 5e année. Deuxièmement, toujours dans le contexte favorable à la répression. Alors ça c'est pas Christophe qui pisse, hein, que vous entendez là. C'est ma bâche d'été qui est un petit peu hors saison et dont l'eau, comme il pleut aujourd'hui, elle fait des bombes à eau qui s'écrasent sur le balcon, hein. En fait si c'est Christophe qui pisse. Donc toujours dans le contexte favorable à la répression du mal, l'ENM, hein, l'École nationale de la magistrature, comme je le publiais récemment sur Twitter, est un bastion féministe, hein. On a bien vu la dernière promotion, elles ont toutes des têtes de militantes féministes et les 2-3 hommes perdus. Juste ferme-la, encore un attract sur la physique, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? En fait c'est simple, si tu n'es pas féministe, c'est que tu es d'accord pour que les hommes et les femmes ne soient pas égaux. Voilà, qu'ils n'aient pas les mêmes droits, etc. Donc si tu penses ça, désolé, tu es un peu un connard. Au milieu, c'est des hommes soja. Tout devient harcèlement et... Tu parles d'homme soja, regarde ton physique avant de parler. Le harcèlement est la lettre de cachet du 21e siècle, hein, c'est-à-dire que c'est ce... Marvel l'a prouvé, la lettre de cachet, c'est ce en vertu de quoi on envoyait les gens à la Bastille, hein, on emprisonnait, on embastillait les gens. Mais c'est pas compliqué. Quand tu insultes des gens ou que tu balances les menaces de mort, c'est normal que tu sois jugé et que t'aies une punition, non? Tu vois? Enfin, au bout d'un moment, ça me paraît simple. Si un inconnu vient tous les jours te dit « Ah, salut, t'es un connard! Ah, salut, t'es un connard !» pendant 2 ans, tu vas dire quoi? Oh, pas de souci. Je suis un homme, je vais pas pleurer. C'est ridicule, mec. La lettre de cachet, désormais, c'est l'agression sexuelle ou le harcèlement, comme le disait justement le conseil, l'avocate de... Rappelle-toi la vidéoscopie sur les bidibules, là. Les 2 cons, là, qui disaient qu'elle lui avait arraché le gosse, il avait touché le sein, etc. Il avait donné un coup de tête. Voilà, elle se souvenait plus quel côté elle avait bleu, bon, bref. L'époque offre aux pleureuses des scénarios tout faits, hein, c'est-à-dire comme des espèces d'ornières où les plaignantes n'ont qu'à se glisser en saupoudrant d'un soupçon de réalité, et puis plus l'histoire finale... Soupçon de réalité? Tu te fous de ma gueule? Ressemblera à l'un des archétypes, plus elle sera jugée crédible par la presse faible d'esprit ou par les juges idéologisés, hein. Encore une fois, CF, l'étude de cas récente. Donc toi tu te dis, oh là là, c'est des femmes, oh là là, leur plainte doit sûrement être fausse. Magnifique.
ça va être dur de faire plus misogyne, hein. Sérieux? Donc, t'as des personnes qui sont en souffrance et qui font un appel juridique contre quelqu'un. Toi, t'es en train de leur dire, vous êtes que des pleureuses? Sérieux? En plus, le pire, c'est que tu sais ce que c'est que le harcèlement, donc tu dois comprendre ce que c'est. Manifestement, il y a un différend sur le droit de garde, et bien ça se termine par une pipette de cachet, il m'a arraché mon soutien-gorge, il m'a violenté, et évidemment, elle rentre dans les ornières, si vous voulez, du scénario le plus éculé, et à aucun moment, on me demande, est-ce que l'enfant est en âge de C'est quoi ce truc complotiste? Ah là là, il y aurait des trucs préconstruits, etc. Bref. témoigner, est-ce qu'on a une preuve factuelle qu'elle est rentrée dans l'appartement, et comme disait coach YouTube, le doute, à aucun moment, ne profite au prévenu. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais le doute profite à la plaignante. Alors qu'en réalité, quand on cherche comme nous à démêler le vrai du faux, à la fois dans mes séminaires du même nom et à la fois dans les vidéoscopies qui s'appellent Combien de fois un tel a menti, pour quiconque s'intéresse comme ça à l'interprétation, aux signaux faibles... Bref, si c'est lui qui interprète, ça doit être horrible. Voilà. Limite, je pense, on va prendre par exemple Fabien Licard qui arrive très bien à peu près comprendre les signaux, en fait, tout ce qui est non-verbal, etc. Et même lui, qui est sûrement 1000 fois plus compétent que toi sur ce sujet, à chaque fois, quand il dit « je pense, c'est pas sûr à 100%, il y a de fortes chances, tu vois ?» Parce que lui, il maîtrise son sujet. C'est pas un rigolo comme ça qui dit « oh là là, regardez, il a levé son poignet de 3 cm, oh là là, ça c'est une logique féminine 100%. » Voilà. Au silence entre les mots, à ce genre de choses-là, on remarquera que plus l'histoire est archétypale, stéréotypée en général, plus elle a de chance d'être fausse. Une vraie histoire, il y a toujours un moment, une pierre d'achoppement, il y a toujours une étape où ça part en sucette, et où ce qui devait se produire, ce qui était attendu, n'est pas ce qui survient. Bah non, pas forcément. Et quand tout est téléphoné, quand tout est prévisible, quand tout est unilatéral, c'est bien souvent que ça a le moins de chances d'être vrai. Enfin, les ornières sont trop tentantes. Le gouvernement attendait une tête de Turc. CF, ma vidéo, mobilisons-nous pour partager ce rapport alarmant du Haut Conseil à l'égalité. Dénommé enquête de victimation. Une autre enquête. T'as compris ou pas? T'as vu les poupées russes? Construire en miroir d'une autre enquête qui interrogerait des citoyens choisis. Les fichiers de violeurs. Oui, bien sûr, 2019 a en fait prévu de constituer des fichiers de sexistes, un petit peu comme il y aurait des fichiers de violeurs. Oui, bien sûr. J'expliquais tout ça à l'époque et je vous disais ce qui allait se passer. J'ai souvent été en avance qui ne m'est pas reconnu. Là, on a les preuves maintenant, on peut remonter en arrière. Je vous disais que quand une tête de Turc allait tomber, ça allait faire mal. Petit E, des égos démesurés, mais des égos en cristal, puisque l'influenceur, par son succès, voit son melon gonfler, mais en réalité, il a un seuil de tolérance à la vexation qui se contracte tellement que toute opinion qui n'est pas laudative à son égard, notamment si c'est une femme, devient un outrage. Moi, vous pensez que j'ai le melon, mais par rapport à ce que je me prends comme attaque et comme dénigrement, je ne réponds jamais. T'as un melon incroyable. Tu t'en rends même pas compte. Je l'ai fait aujourd'hui exceptionnellement sans mentionner les gens, juste pour que vous en ayez conscience, mais je ne réponds jamais, alors que en échange, il m'est arrivé de me manger des scuds pour une parole infime, quoi. Enfin, ça m'est arrivé d'ailleurs avec quelqu'un qui s'est très rapidement calmé parce qu'elle n'avait pas de preuves, et je lui ai dit, si tu continues, ça s'appelle de la diffamation. J'ai un jour dit d'une youtubeuse que j'ai vaguement connue, j'ai dit, texto, ces vidéos sont simples. Oui. Elle s'est mise à rédiger dans des commentaires quelque chose de diffamant à mon encontre, ce à quoi j'ai dit, en répondant dans le commentaire suivant, soit tu as des preuves, et tu as intérêt à les sortir très vite, soit tu retires ce que tu as dit, parce que je vais t'attaquer. Tu comprends? Et elle a tout de suite retiré, parce qu'elle a rien en fait. Oui. C'est bien d'avoir une certaine reconnaissance. Moi, j'ai même rien contre les gens qui ont le melon, si c'est justifié et si c'est baqué par la réalité. Par contre, il faut faire attention que le melon soit en dur. Bah, généralement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui ont plus le melon sont souvent les personnes les moins compétentes. Bah, on le voit souvent, en fait. Moi, je vois par exemple en musique, généralement, les gars en guitare qui se prennent pour des fous. En fait, ils savent pratiquement pas jouer. Alors que tu vois des génies, ils sont là, ils osent des fois même pas jouer. Enfin, bref. Donc, non, le melon n'est très loin d'être un niveau, enfin, de montrer ou pas à quel point des gens sont forts dans un domaine. Voilà, ce n'est pas parce que vous êtes sûr de vous que ça prouve que vous avez assez de connaissances sur le sujet et que vous avez raison. Pas en cristal. Si le melon se fissure parce qu'on dit de toi que tes vidéos sont simples et abordables, ou parce qu'on dit de toi que je sais pas quoi, tu vas à l'avant de problèmes. Donc si tu dis ça de Tristan et Aline Dessine qui se sont reçus du harcèlement, c'est hyper limite.
certains. Hein, tu vois. Petit F, une violence désormais sans trace. Hein. Avant, on avait besoin de cicatrices, on avait besoin de coups et blessures, on avait besoin d'ITT, ou à la limite, on avait besoin, quand il y avait une séquelle, une marque, d'être en mesure de prouver que la séquelle venait bien de l'inculpé. Alors maintenant, non. La meuf dans la vidéo de la vidéoscopie dit j'ai un bleu, rien ne prouve que c'est lui. Enfin, moi aussi, là, j'ai un bleu, je me suis tapé le genou, j'ai un bleu, bon, bah, je peux dire que c'est Christophe. Il m'a mis une balayette. Qui le prouve? Personne. Et puis, pour conclure sur la partie contexte... Bah si, il y a des preuves en fait. Écrites. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de coup réel sur la personne, du coup physique, mais voilà, il y a des dégâts, surtout mentaux, voilà, et qui peuvent aller très loin. Parce que là, vous dites « Ah ah ah, c'est juste du harcèlement, ah 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 », bah ça peut déjà de base entraîner de l'anxiété, qui peut aller jusqu'à la dépression, qui peut entraîner de l'automutilation, et qui peut aller jusqu'au suicide. Je dirais qu'il y a un contexte également généré par la presse, hein, qui m'a fait moi-même pencher d'un côté que je regrette un petit peu, qui m'a spontanément plutôt fait pencher. Enfin, tu me connais, quand la presse, notamment la presse people et commerciale, s'engouffre dans un camp, t'as tendance déjà à comprendre où est le bon, enfin où est le vrai, enfin où est le juste, donc t'as tendance à filer du côté opposé. C'est ça. Et voilà, tout ça crée un bain culturel assez favorable à ce que ce soit le mal qui prenne cher. Si on ajoute à cela, partie 3, que pour moi j'avais une vision assez limitée du délit. Pourquoi j'avais une vision limitée du délit en fait? J'ai fait preuve d'égocentrisme entre guillemets, c'est-à-dire que, pas d'égoïsme, mais vraiment au sens où j'ai dupliqué mon utilisation des réseaux sociaux sur ce qu'il a fait lui, sur ce qu'a fait un autre. Moi, mon utilisation des réseaux sociaux... Ne faites jamais ça, en fait, ce qu'il a fait, c'est prendre en fait son cas pour une généralité. Ça marche jamais. Il s'est dit, ah bah, moi, mon utilisation des réseaux sociaux, c'est ça. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux des autres, c'est comme ça. Ça marche jamais. C'est 2 vidéos par semaine. Voilà, donc évitez de le faire, sinon, bah, regardez juste votre nombril, quoi. Avec Cricri. Une publication Facebook très rarement, parce que c'est un réseau que je n'utilise quasiment plus, je le trouve ringard. Des rebonds comme ça, des virgules, des traits d'union sur Twitter, régulièrement dans la journée. Et sur Instagram, je publie généralement des dessins, des schémas ou des mèmes. Très rarement des photos de moi, encore plus rarement des stories personnelles. Je crois que sur tout l'été, j'ai dû faire 1 ou 2 stories où on voyait ma tête, donc c'est très très rare. Et je n'ai pas cette culture du rebond en story permanent. Donc j'imaginais naïvement qu'il avait fait allusion à Aline Dessine, je sais pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum. Tu vois, comme moi, j'ai pu faire allusion à un créateur, à un écrivain, à un journaliste. Mais à l'exception de Marlène, dont on a bien ri pendant un certain temps, c'est la seule dont j'ai parlé peut-être 6 ou 7 fois. Sinon, je fais une allusion à une personne 1 fois et je n'y reviens plus jamais. Je n'imaginais jamais qu'il y avait 5000 messages au dossier. Alors c'est peut-être pas 5000, vous allez me dire, elle exagère. C'est peut-être 4005, c'est peut-être 4000, c'est peut-être 3000, c'est peut-être même 2000, c'est peut-être même 1000. Mais même 1000, ça fait beaucoup. C'est énorme, déjà. Je pensais qu'il ne l'avait comme ça que tensé à l'oral, qu'admonesté. Encore une fois, indirectement, je découvre qu'il y a en fait des messages privés entre les deux, des conversations audio, vidéo, texto. Je pensais que les insultes dont elle avait fait l'objet, en réalité, c'était un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elles arrivaient dans les zones commentaires ou dans les zones demande de messages. Hein. Tu sais ou tu ne sais pas d'ailleurs, tu es admin de la chaîne, donc tu dois peut-être savoir qu'il y a des filtres YouTube avec 3 catégories. Il y a des commentaires qui passent, il y a des commentaires qui sont en attente de modération, il y a des commentaires qui sont quasi refusés. On peut les récupérer, mais enfin ils sont balayés parce que l'algorithme décrète qu'ils sont insultants. Je me disais, bon, elle doit en avoir comme moi, peut-être un petit peu plus que moi, mais les filtres de messagerie doivent l'en protéger. Ce que je n'avais pas tout à fait compris, c'est qu'en réalité, quand tu as les troupes de la patrouille au cul, tu ne peux plus en fait intervenir dans les commentaires de quiconque sans que, en commentaire à ton commentaire, on t'envoie la sauce, quoi. Ça, j'en avais pas conscience. Ça, je ne l'ai pas vécu. Petit D, j'avais l'impression qu'à aucun moment ces coordonnées privées n'avaient été divulguées. Donc je me disais, bon, bah, ce ne sont que des commentaires, mais apparemment, à 2 reprises, son numéro de téléphone aurait été divulgué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème... Bon, je vais arrêter la 2e partie. Puis on verra sur la 3e, mais... il a parlé de lui pendant la moitié de la vidéo, donc j'espère qu'il y aura quelque chose de plus concret après. Je vous fais des bisous, ciao ciao.